Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage fascinant au cœur même de la matière. On va décortiquer ensemble les briques fondamentales qui composent absolument tout ce qui nous entoure. C'est la grande question finalement. Une question qui peut paraître toute simple, mais dont la réponse est absolument vertigineuse. De quoi est faite la chaise sur laquelle on est assis, l'air qu'on respire, et même nous-mêmes? C'est le cœur de notre exploration du jour. Alors, pour rentrer direct dans le vif du sujet, il y a cette phrase. Le paradoxe de la matière, elle est faite de vide. C'est complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une chose qui nous paraît solide peut être en réalité composée de vide? C'est précisément ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Bon, on commence par le tout début, la base de la base, la toute première brique de notre immense jeu de construction, l'atome. C'est vraiment le point de départ de toute matière. Alors, un atome, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut l'imaginer comme un système solaire en miniature. Au centre, on a un noyau tout petit mais incroyablement dense. Et autour de ce noyau tourbillonnent à une vitesse folle de minuscules particules, les électrons. Et c'est là qu'on en revient à notre fameux paradoxe. L'espace entre le noyau et les électrons est immense. Et il est essentiellement vide. Donc oui, la matière est ce qu'on appelle lacunaire, elle est pleine de trous. Alors qu'est-ce qui fait que tout ça tient ensemble? Eh bien, c'est une force invisible, l'électromagnétisme, qui agit comme une sorte de supercolle et qui maintient cet équilibre fragile. Si on zoome encore un peu, on découvre les trois acteurs principaux de notre histoire. Dans le noyau, on a les protons avec leur charge positive et les neutrons qui sont neutres, comme leur nom l'indique. Et en orbite, on retrouve nos fameux électrons avec leur charge négative. Le point crucial à retenir, c'est que dans un atome électriquement neutre, il y a pile autant de protons que d'électrons. Les charges positives et négatives s'annulent et l'ensemble est parfaitement équilibré. Ok, maintenant qu'on a nos briques, les atomes, voyons comment on les range. Parce qu'il en existe de toutes sortes. Il faut imaginer les éléments chimiques comme une bibliothèque géante et super bien organisée, où chaque type d'atome a sa place bien précise. Et cette bibliothèque, c'est bien sûr le fameux tableau périodique. En 1869, un chimiste du nom de Dimitri Mendeleïev a eu une idée de génie. Il a décidé de classer tous les éléments qu'on connaissait à l'époque par ordre croissant de protons. Et là, révélation, il s'est rendu compte que certaines propriétés revenaient à intervalles réguliers, de façon périodique. Il a donc aligné les éléments qui se ressemblaient dans les mêmes colonnes, et c'est comme ça qu'est né ce tableau iconique. Ce tableau peut faire un peu peur, mais en fait, c'est une sorte de mode d'emploi hyper pratique. Pour chaque élément, il y a 2 chiffres clés à connaître. Le premier, c'est Z, le numéro atomique. C'est sa carte d'identité. En gros, ça nous dit combien il a de protons. Le deuxième, c'est A, le nombre de masse. Lui, il nous donne le poids du noyau, c'est-à-dire le total des protons plus les neutrons. Du coup, pour trouver le nombre de neutrons, c'est un jeu d'enfant. On fait A moins Z. Allez, un petit exemple concret pour voir si on a bien suivi l'aluminium. On cherche dans le tableau. Son numéro Z, c'est 13. Ça veut dire qu'il a 13 protons. Et donc, pour être neutre, il a aussi 13 électrons. Facile. Ensuite, son nombre de masse A, c'est 27. On fait notre petite soustraction. 27 moins 13, ça fait 14. Et voilà, on sait que l'atome d'aluminium a 14 neutrons. C'est aussi simple que ça. Bon, jusqu'ici, on a parlé de nos briques, nos lettres de l'alphabet. Mais que se passe-t-il quand ces lettres commencent à s'assembler? Eh bien, elles forment des mots, des structures plus complexes qu'on appelle les molécules. La définition est très claire, une molécule, c'est simplement un petit groupe d'atomes qui peuvent être identiques ou différents, qui sont solidement accrochés les uns aux autres. C'est le niveau de construction juste au-dessus de l'atome. Et des molécules, en fait, on en connaît plein. L'eau, par exemple, H2O, c'est la star des molécules. Le dioxyde de carbone, CO2, celui qu'on rejette en respirant, ce sont des formules qu'on voit partout et qui sont le véritable langage de la chimie. Ici, il y a une petite distinction à faire. On parle de corps purs quand les molécules sont faites d'un seul type d'atome, comme le dioxygène qu'on respire, O2, et à l'inverse, on parle de corps composés quand il y a au moins 2 atomes différents, comme dans l'eau, H2O, qui mélange hydrogène et oxygène. On arrive maintenant à un cas de figure super intéressant. Qu'est-ce qui se passe si notre bel équilibre, avec autant de protons que d'électrons, est rompu? L'atome n'est plus neutre, il devient électriquement chargé, et on lui donne un nouveau nom, c'est un ion. La définition est toute simple. Un ion, en gros, c'est un atome qui a un déséquilibre électrique. Soit il a des électrons en trop, soit il lui en manque. Et ce déséquilibre lui donne une charge, positive ou négative. Il y a 2 grandes familles d'ions. Si un atome perd des électrons, qui sont négatifs, je le rappelle, il se retrouve avec un surplus de charge positive. Il devient alors un cation, comme l'aluminium qui perd 3 électrons pour devenir Al3+.
À l'inverse, s'il en gagne, il devient un anion chargé négativement, comme le chlore qui devient l'ion chlorure Cl-. Et ces ions, ils sont absolument partout et essentiels. C'est eux qui font fonctionner nos batteries ou qui transmettent l'influx nerveux dans notre cerveau. Ok, la théorie, c'est bien go, mais en pratique, comment on fait pour savoir si ces ions sont présents dans une solution? Ils sont totalement invisibles à l'œil nu. Eh bien, c'est là que la chimie se transforme en un vrai travail de détective. La méthode est plutôt maligne. On prend notre solution et on y ajoute quelques gouttes d'un produit chimique bien précis qu'on appelle un réactif. Si l'ion qu'on soupçonne d'être là est bien présent, il va réagir avec le réactif pour former une nouvelle substance. Cette substance est solide et n'est pas soluble dans l'eau, c'est ce qu'on appelle un précipité. Et notre principal indice, c'est sa couleur. Ce tableau, c'est un parfait exemple. C'est une sorte de code couleur secret des chimistes. Si on ajoute de l'hydroxyde de sodium et qu'un solide bleu apparaît, bingo, on a des ions cuivre. Si c'est vert, c'est du fer 2, orange, du fer 3. Chaque ion a sa propre signature colorée, ce qui permet de l'identifier à coup sûr. Voilà, on a assemblé toutes les pièces de notre puzzle. Maintenant, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur et regarder le tableau dans son ensemble, de la plus petite brique jusqu'au monde incroyablement complexe qu'elle construise. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce voyage à travers les échelles. On part de l'atome, qui est fait de vide. Ces atomes, nos briques, s'organisent pour former des mots, les molécules. Et quand ces briques gagnent ou perdent des électrons, elles deviennent des ions, les véritables moteurs dynamiques de la chimie, que ce soit dans un laboratoire ou à l'intérieur de nos propres cellules. Et on va se quitter sur une dernière question, une question un peu plus philosophique. Si absolument tout, du caillou le plus simple à l'être humain le plus complexe, est fait des mêmes briques élémentaires, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui sépare le minéral du vivant? C'est une belle question à méditer. Merci d'avoir suivi cette exploration.